En 2014, l'ex-épouse du roi Abdallah d'Arabie Saoudite a organisé une manifestation devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Londres. Elle demandait avec insistance la libération de ses 4 filles adultes enfermées sur ordre de leur propre père. Ces princesses vivaient dans des conditions catastrophiques en Arabie Saoudite, privées de nourriture, humiliées et soumises à des traitements sédatifs. Le sort de ces 4 princesses a choqué le monde entier. 10 ans après, les vérités bouleversantes sur cette affaire commencent à être révélées. Cette histoire tragique est abordée dans une vidéo intitulée Until the End, qui explore les détails troublants de cette captivité imposée par le roi Abdallah, un personnage pourtant connu pour son rôle de réformateur. Le roi Abdallah bin Abdulaziz Al Saoud, qui a régné pendant 10 ans sur l'Arabie Saoudite, était l'un des hommes les plus riches et puissants du monde, avec une fortune estimée à environ 15 milliards de dollars. Reconnu pour avoir initié des réformes dans le royaume, il avait notamment permis aux femmes de siéger au conseil consultatif, Majlis al-Shura, d'accéder plus largement à l'éducation supérieure et d'intégrer des secteurs professionnels jusque-là fermés. Cependant, cette image de modernisateur s'efface lorsqu'il s'agit de sa propre famille. Derrière les murs de son palais, le roi s'est comporté en véritable despote. Pendant plus d'une décennie, il a emprisonné ses filles dans une villa privée, qui ressemblait davantage à une prison qu'à un palais. Elles manquaient de nourriture, étaient privées d'eau potable et soumises à des traitements cruels, y compris l'administration forcée de puissants tranquillisants. Comment un homme célébré pour sa défense des droits des femmes a-t-il pu infliger un tel supplice à ses propres enfants? Pour comprendre, il faut revenir à l'histoire de leur mère, Al-Anoud Al-Fayez, une femme qui avait osé défier l'autorité de la cour royale. Al-Anoud est née en 1957 dans une famille influente de Jordanie, issue de la tribu prestigieuse des Al-Fayez. À seulement 15 ans, elle a été contrainte par sa famille d'épouser le roi Abdallah, alors âgé de 50 ans. Ce mariage arrangé, sans amour ni consentement, reflétait les pratiques patriarcales encore courantes à l'époque. Al-Anoud n'avait jamais rencontré son futur époux avant leur mariage. Comment aurait-elle pu aimer un homme ayant l'âge d'être son grand-père? Cette tragédie met en lumière la dure réalité que de nombreuses jeunes filles affrontent encore dans le monde arabe, où les alliances familiales et tribales priment souvent sur le bonheur et les droits des épouses. Forcer des adolescentes à se marier avec des hommes beaucoup plus âgés, au nom de la tradition ou des accords sociaux, est une pratique profondément injuste et tragique, qui illustre les combats encore nécessaires pour l'égalité des sexes et les droits fondamentaux dans ces sociétés. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a eu une vie familiale complexe, marquée par une grande progéniture et de nombreuses épouses. Au cours de sa vie, il aurait été marié à environ 30 femmes et aurait eu 36 enfants. Chacune de ses épouses et leurs enfants vivaient généralement isolés dans des palais ou des villas séparées, limitant les interactions entre eux. Bien que le roi ait cultivé une image publique de réformateur, il maintenait au sein de sa famille royale une structure patriarcale rigide et conservatrice. Pour Al-Anoud Al-Fayez, l'une de ses épouses, ce mariage arrangé n'était pas seulement une union sans amour, mais aussi le début d'une vie d'isolement et de défi. À 15 ans, Al-Anoud a été mariée au roi Abdallah, un homme de plus de 50 ans, dans un mariage décidé sans son consentement. Elle s'est retrouvée propulsée dans un monde d'opulence inimaginable, vivant dans un palais somptueux. Cependant, derrière cette façade de luxe, Al-Anoud ressentait un profond vide émotionnel. Au fil des années, elle a donné naissance à 4 filles, la princesse Jawaher, la princesse Hala, la princesse Maha et la princesse Sahar. Ces enfants étaient la seule source de joie dans la vie d'Al-Anoud, un monde où elle se sentait de plus en plus prisonnière. Malgré les richesses qui l'entouraient, elle n'a jamais trouvé le bonheur. Le roi Abdallah, connu pour son caractère autoritaire, régnait sur sa famille avec la même poigne de fer que sur son royaume. Les différences d'âge et de personnalité entre Al-Anoud et le roi, combinées à la nature oppressive de leur mariage, ont empêché toute affection réelle de se développer entre eux. Le tournant dans leur relation est survenu lorsque le roi a réalisé qu'Al-Anoud ne lui donnerait que des filles, et non des fils. Comme beaucoup de dirigeants orientaux de son époque, le roi attachait une importance immense aux héritiers mâles, perçus comme les garants du pouvoir, de l'héritage et de la continuité dynastique. Malgré les nombreux fils qu'il avait déjà eus avec d'autres épouses, l'incapacité d'Al-Anoud à lui donner un fils a nui à leur relation. Elle est rapidement devenue impopulaire auprès du roi, qui s'est tourné vers ses autres femmes et concubines. Leur relation s'est détériorée à tel point que le roi a cessé toute vie commune avec elle. Il est possible qu'il l'ait même divorcée après la naissance de leur 4e fille, sans que celle-ci en soit informée. À cette époque, en Arabie Saoudite, un homme pouvait légalement divorcer de sa femme sans avoir à lui notifier, la laissant dans une incertitude émotionnelle et juridique profonde. La vie d'Al-Anoud était un paradoxe cruel.
Bien qu'elle ait vécu dans un palais rempli de richesses, elle a dû affronter l'indifférence émotionnelle de son mari et une réalité impitoyable. Aux yeux du roi, elle n'était rien de plus qu'un instrument destiné à produire des héritiers, un rôle qu'elle n'a pas pu remplir selon ses attentes. Cette expérience illustre les pressions et les inégalités persistantes auxquelles de nombreuses femmes de cette époque et de cette culture étaient confrontées, même dans les environnements les plus privilégiés. Lorsqu'elles étaient encore jeunes, les princesses Hala, Maha et Sahar vivaient dans un monde où le luxe et les privilèges semblaient sans limite. Leur enfance ressemblait à un véritable conte de fées. Elles ont bénéficié d'une éducation prestigieuse, voyagé dans le monde entier, séjourné dans des hôtels 5 étoiles, pris des vacances dans des resorts exclusifs et porté les plus belles créations de haute couture. Leur vie, vue de l'extérieur, ressemblait à un rêve inaccessible. Cependant, même pour les femmes de la famille royale saoudienne, la réalité restait marquée par une dépendance stricte à un tuteur masculin, conformément aux lois de tutelle en vigueur en Arabie saoudite. Ces lois imposaient que toute femme, quelle que soit sa position sociale, obtienne l'autorisation de son tuteur masculin, père, frère, mari ou même fils, pour des aspects essentiels de la vie, comme étudier, travailler, voyager à l'étranger, ouvrir un compte bancaire ou accéder à des soins médicaux. Leur père, le roi Abdallah, était leur tuteur. Malgré la rigueur qu'il appliquait dans d'autres domaines, il leur accordait une certaine liberté durant leur enfance. Il n'épargnait aucune dépense pour leur offrir une vie somptueuse, rendue possible grâce à sa fortune colossale, estimée à plusieurs milliards de dollars. Pour les princesses, cette générosité signifiait qu'elles n'avaient jamais à se préoccuper de leur avenir financier ou de leur subsistance, tout leur était fourni. Mais ce luxe avait un prix invisible. Leur dépendance totale envers leur père impliquait une obéissance absolue à ses décisions, sans possibilité de contestation. La parole du roi était loi et les princesses n'avaient aucun contrôle sur leur propre vie, peu importe à quel point elles semblaient privilégiées aux yeux du monde extérieur. En 2003, Al-Hanoud Al-Fayez, leur mère, ne pouvait plus supporter cette vie dans une cage dorée. Mariée de force à un homme qu'elle n'aimait pas, elle prit la décision audacieuse de fuir le royaume avec l'aide d'une organisation de défense des droits des femmes. Elle s'envola pour Londres, laissant derrière elle son palais et sa vie en Arabie Saoudite pour s'établir au Royaume-Uni. Là, elle trouva du réconfort dans une liberté nouvelle et rêva qu'un jour, ses filles puissent la rejoindre. Laisser ses 4 filles a été l'un des choix les plus douloureux qu'Al-Hanoud ait dû faire. À cette époque, ses 2 filles étaient grandes, indépendantes et n'avaient plus besoin de ses soins quotidiens. Al-Hanoud croyait sincèrement qu'en tant que filles du roi, elles étaient en sécurité et protégées. Après tout, leur père leur avait toujours accordé des libertés et des privilèges qu'elles-mêmes n'avaient jamais connus. Cependant, la fuite d'Al-Hanoud provoqua la colère immédiate et intense du roi Abdallah. Bien qu'il ait depuis longtemps abandonné leur mariage et porté son attention sur ses autres épouses et concubines, il considérait toujours Al-Hanoud comme sa possession. La réponse du roi fut rapide et sévère, marquant un tournant sombre dans la vie des princesses et de leur mère, qui espéraient seulement une vie meilleure pour elles-mêmes et ses filles. C'était l'idée même qu'elle ait osé prendre le contrôle de sa vie, de faire un choix aussi audacieux sans la permission de son mari, qui constituait une insulte directe à son autorité. Pour le roi Abdallah, cet affront à son ego était intolérable et sa colère devint incontrôlable. Mais le monarque savait exactement comment frapper là où cela ferait le plus mal. Il connaissait l'amour inconditionnel qu'Al-Hanoud portait à ses filles. Dans sa fureur, il jura de les punir pour lui infliger une souffrance insoutenable. Peu de temps après la fuite d'Al-Hanoud, le roi réagit avec une sévérité extrême. Il révoqua les passeports de ses filles, les privant de toute possibilité de voyager ou de chercher refuge ailleurs. Il ordonna leur assignation à résidence stricte, les confinant dans une villa royale. Ce qui était autrefois leur maison devint leur prison. Cette punition marqua le début d'un cauchemar qui allait durer plus d'une décennie. Cependant, cette décision ne visait pas seulement à punir leur mère. Abdallah avait une autre raison de les isoler. En grandissant, ses filles avaient dû commencer à poser des questions troublantes sur la société saoudienne. Dotées d'une éducation supérieure et d'une intelligence vive, elles ne pouvaient pas rester silencieuses face aux injustices qu'elles observaient. Les princesses défendaient les droits humains, la justice et l'égalité, des sujets tabous dans une monarchie où toute dissidence était réprimée impitoyablement. Parmi elles, la princesse Hala se distingua par son franc-parler. Alors qu'elle effectuait un stage dans un hôpital de Riyad, elle fit une découverte choquante dans l'unité psychiatrique. Des prisonniers politiques y étaient détenus de force, sédatés et punis avec des traitements médicamenteux lourds, simplement pour avoir exprimé des opinions contraires à celles du gouvernement. Horrifiée, Allah dénonça publiquement ces injustices flagrantes, appelant à des réformes et à une meilleure humanité dans le traitement des détenus. Ces actions, bien que courageuses, irritèrent profondément le roi.
Pour Abdallah, toute critique, même venant de ses propres filles, était une menace inacceptable à son autorité. Sa réponse fut brutale, il ordonna l'arrestation de Hala et son transfert dans une prison pour femmes située dans le désert. Son emprisonnement fut un avertissement glaçant pour ses sœurs, qui commencèrent elles aussi à subir les conséquences de leur esprit critique. Les princesses Maha, Sahar et Hala se mirent à poser des questions gênantes sur des problèmes sociaux tels que la pauvreté omniprésente dans un pays riche en pétrole. Elles s'interrogeaient sur les raisons pour lesquelles de nombreux citoyens saoudiens luttaient pour subvenir à leurs besoins, alors que la famille royale vivait dans un luxe extravagant. Leurs critiques, bien que légitimes, furent accueillies par la colère et le rejet. En guise de punition, le roi ordonna leur assignation à résidence dans une villa royale. Dans un premier temps, malgré les restrictions, leur vie restait supportable. Elles pouvaient sortir sous stricte surveillance et avaient accès à Internet, ce qui leur permettait de rester en contact avec le monde extérieur et leur mère, Al-Hanoud. Mais, en continuant à résister à leur confinement et en partageant des détails sur leurs conditions de vie, elles provoquèrent de nouvelles représailles. Furieux de leur défiance, Abdallah imposa des mesures encore plus dures. Elles furent privées de nourriture et d'eau pendant de longues périodes, se virent refuser des soins médicaux et furent forcées de prendre des sédatifs puissants, visant à briser leur volonté et à étouffer leur voix. Parfois, elles étaient victimes d'abus physiques et d'humiliations infligées par leurs demi-frères. En 2005, la situation devint insoutenable pour Al-Hanoud. Non seulement elle s'inquiétait pour la santé de ses filles, mais elle redoutait également pour leur sécurité. Elle savait jusqu'où le roi était prêt à aller pour les réduire au silence. Bien qu'elle fût exilée à des milliers de kilomètres, à Londres, Al-Hanoud refusa de rester passive. En 2014, elle décida de porter son combat sur la scène internationale. Elle implora l'aide de la communauté mondiale, organisant des manifestations devant l'ambassade saoudienne à Londres. Brandissant des pancartes, elle exigea la libération de ses filles. Elle écrivit également une lettre émouvante au président américain de l'époque, Barack Obama, l'exhortant à user de son influence pour faire pression sur le gouvernement saoudien. En parallèle, elle accorda des interviews à divers médias, espérant attirer l'attention sur les injustices subies par ses filles. Malheureusement, ces efforts rencontrèrent une réponse cinglante, une indifférence glaciale du monde. Malgré les indignations publiques face aux conditions inhumaines des princesses et les expressions de sympathie pour les femmes saoudiennes, aucune action concrète ne fut entreprise. Les gouvernements occidentaux, tout en condamnant ouvertement ces actes, continuèrent de s'approvisionner en pétrole saoudien et de maintenir des partenariats commerciaux lucratifs. Lorsqu'on interrogea les officiels saoudiens sur la situation des princesses, leur réponse fut tout aussi froide. Ils qualifièrent cela de problème familial privé, écartant leur souffrance comme si elles n'avaient aucune importance pour le reste du monde. Les portes d'une éventuelle intervention significative se refermèrent pour les décennies suivantes. Une ombre mystérieuse enveloppa alors le sort des princesses. Toute information à leur sujet fut strictement contrôlée, alimentant rumeurs et spéculations. Les princesses semblaient avoir disparu des regards, confinées derrière les murs d'un palais devenu leur prison. Ce n'est qu'en 2024 qu'une lumière fut enfin jetée sur leur destin. Le docteur Dwight Burdick, ancien médecin de la famille royale saoudienne, révéla la vérité dans une interview poignante accordée au New Yorker. Burdick, qui avait soigné les princesses Jawaher, Hala, Maha et Sahar pendant plusieurs années, exposa les conditions insoutenables dans lesquelles elles avaient vécu leur captivité. Son récit débuta dans les années 1990 lorsqu'il quitta le Texas pour l'Arabie saoudite, attiré par une rémunération généreuse et une promesse d'aventure. Il embrassa la culture saoudienne avec sa femme, allant jusqu'à se convertir à l'islam, croyant fermement en ses traditions et ses valeurs. Pendant des années, ils menèrent une vie confortable et prestigieuse, ignorant des sombres vérités dissimulées au sein de la famille royale. Ce n'est qu'en 2008 que le docteur Burdick découvrit l'existence des princesses emprisonnées. Un jour, il fut convoqué auprès de la princesse Hala avec une demande alarmante, lui administrer des sédatifs contre son gré. Choqué par cette requête contraire à ses principes éthiques, il refusa catégoriquement, jurant de comprendre la situation et d'aider les princesses si possible. Son enquête personnelle le conduisit à un constat glaçant. Les princesses étaient non seulement privées de leur liberté, mais aussi soumises à des abus physiques et psychologiques et à des conditions de vie dégradantes. Burdick, déterminé à agir malgré les dangers, demanda à rencontrer les sœurs pour mieux saisir l'étendue de leur détresse. Son témoignage brisa enfin le silence qui entourait le sort des princesses, révélant au monde l'ampleur des injustices qu'elles avaient si subies dans l'ombre de l'opulence et du pouvoir. Ce que le docteur Burdick a découvert a été un choc. En particulier, la princesse Hala et Maha étaient dépendantes de l'alcool et de substances illégales.
Cette dépendance, fruit amer d'années de sédation forcée et de traumatisme, fait plus que les calmer. Ces substances constituent également un moyen de contrôle insidieux. Les deux sœurs vivaient dans une prison invisible. Chaque geste, chaque parole était surveillé par des caméras et des micros dissimulés dans leur environnement. Cette surveillance constante créait une atmosphère oppressante, alimentant un état permanent de peur et d'anxiété. Le docteur Berdick, au fil de ses visites, comprit que Hala et Maha ressentaient une immense frustration. Cela se traduisait parfois par des crises de désespoir et des comportements agressifs. Lors de ces épisodes, le personnel du palais appelait des médecins pour administrer des sédatifs aux princesses. Lors de sa première rencontre avec Hala, le docteur Berdick fut accueilli par une hostilité violente. Méfiante et furieuse, Hala tenta même de l'attaquer avec un couteau. Pourtant, au lieu de réagir par la force ou de suivre les ordres pour la calmer, il choisit de lui parler avec douceur. Cette interaction marqua profondément le médecin. Dans les yeux de la princesse, il ne vit pas seulement de la colère, mais une détresse profonde, une douleur qui révélait à quel point ces femmes étaient brisées par un système oppressif conçu pour écraser leur esprit. Malgré les limites imposées par leur captivité, Berdick continua à les soutenir. Il leur prodiguait non seulement des soins médicaux, mais aussi un réconfort psychologique. Conscient que ces femmes avaient besoin d'une aide spécialisée pour surmonter leur dépendance, il conçut un plan audacieux. Envoyer Hala et Maha dans un centre de réhabilitation en Californie, reconnu comme l'un des meilleurs au monde. Berdick espérait qu'une fois les deux sœurs en sécurité à l'étranger, leurs autres sœurs, Jawaher et Sahar, pourraient les rejoindre. Cependant, la cour royale rejeta catégoriquement cette proposition. On informa sèchement le docteur que les princesses ne seraient de jamais autorisées à quitter l'Arabie saoudite. On le mit également en garde. Insister sur ce sujet mettrait sa propre vie en danger. Le message était clair, toute tentative de libérer les princesses serait sévèrement réprimée. Face à cette menace, Berdick dut abandonner son plan de sauvetage. Néanmoins, il continua à faire ce qu'il pouvait pour alléger les souffrances des princesses. Sous sa supervision, Hala parvint à vaincre sa dépendance à l'alcool et aux substances illicites. Les progrès de la jeune femme étaient remarquables. Pour la première fois depuis des années, elle osa rêver d'une vie au-delà des murs du palais. Ses rêves de liberté grandissaient chaque jour. Hala espérait qu'avec le soutien de son père, elle pourrait un jour quitter l'Arabie saoudite et commencer une nouvelle vie ailleurs. Toutefois, cette liberté restait un mirage, inaccessible dans un système conçu pour l'enchaîner à son destin. L'espoir de liberté grandissait dans le cœur de Hala. Convaincu que son père, le roi Abdullah, pourrait un jour lui permettre de quitter l'Arabie saoudite, elle rêvait d'un avenir loin des murs étouffants du palais. Encouragée par sa récente guérison et son désir d'une vie nouvelle, elle partagea ses intentions avec le docteur Berdick, qui organisa un dîner pour faciliter une rencontre entre elle et son père. Lors de ce repas, Hala expliqua au roi son rétablissement et ses aspirations. Elle le supplia de lui accorder la permission de voyager en Italie pour construire un nouveau départ. Le roi l'écouta attentivement, mais sa réponse fut calculée et froide. Il imposa une condition à sa demande. Hala devait d'abord épouser un homme musulman saoudien choisi par lui. Ce mariage, loin d'être un gage de liberté, aurait renforcé les chaînes qui la retenaient prisonnière. Hala refusa catégoriquement. Déterminée à préserver son indépendance, elle rejeta cette proposition, malgré la pression immense. La situation des princesses changea radicalement après que leur mère, Alaoud Al-Fayez, dénonça publiquement leur captivité en 2014, attirant l'attention internationale. En représailles, leurs geôliers intensifièrent les punitions. Les sœurs furent privées de nourriture et d'eau pendant de longues périodes, un supplice insoutenable. Face à cette situation, le docteur Berdick tenta tout pour les aider. Étant l'un des rares à avoir encore accès au complexe royal, il contourna les mesures de sécurité en apportant secrètement de la nourriture. Il récupérait les restes des banquets du roi pour les livrer aux princesses, ces miettes devenant vitales pour leur survie. Mais leurs conditions empiraient. Privées de tout moyen de communication, coupées du monde extérieur, elles étaient à la merci de leur père et de leurs gardiens. Conscients de l'ampleur du danger, Berdick et sa femme prirent une décision difficile. Incapables d'assurer leur propre sécurité tout en continuant à soutenir les princesses, ils décidèrent de quitter l'Arabie saoudite et de retourner aux États-Unis. Lors de leur dernière visite à la princesse Maha, ils furent horrifiés par son état, ses cheveux étaient là presque entièrement tombés, son corps était gonflé par la malnutrition ou les médicaments, et son esprit semblait brisé. La jeune femme qu'ils avaient connue n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Le roi Abdullah décéda en 2015, mais cela n'apporta aucun soulagement. Avant sa mort, il aurait juré que ses filles ne seraient jamais libérées, consolidant leur captivité même après son départ. En 2021, le docteur Berdick apprit une nouvelle tragique de contact resté en Arabie saoudite. La princesse Hala avait succombé à un accident terrible, laissant derrière elle une histoire de souffrance et de rêves brisés.
Le tribunal royal a annoncé la mort de la princesse, mais n'a fourni aucune information complémentaire, rendant les circonstances encore plus mystérieuses. 6 mois plus tard, la princesse Maha est décédée à son tour. Cette fois-ci, le palais n'a même pas publié de déclaration officielle concernant sa mort. C'est une organisation humanitaire qui a brièvement évoqué le décès sur les réseaux sociaux en lien avec le roi Abdullah. Quant au destin des 2 autres sœurs, les princesses Jawaher et Sahar, il reste inconnu. On pense qu'elles sont toujours retenues en Arabie Saoudite, mais la possibilité qu'elles ne soient plus en vie plane, faute d'informations sur leur sort. Le manque de nouvelles précises n'a fait qu'accentuer le mystère et la tragédie de leur situation. La mère des princesses, Al-Hanoud, vit aujourd'hui à Londres, dans l'espoir de pouvoir retrouver au moins l'une de ses filles, malgré les années de silence et d'incertitude. Elle refuse de renoncer à elle. Mais pensez-vous qu'une telle réunion soit encore possible ? La réalité de la vie sous un régime répressif, où les femmes n'ont aucun droit ni liberté, où même les princesses, filles d'un roi, sont réduites au silence et privées de toute voix, soulève une question essentielle. Qu'en est-il des femmes ordinaires dans une telle société ? Leur sort semble presque impensable. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur cette tragédie et d'autres histoires similaires. Merci à tous de soutenir notre chaîne.